Merci à vous. Je crois que la dernière fois que j'étais ici, c'était à l'invitation de mon ami Jacques Dubochet. Je suis très heureux qu'il soit là ce soir. C'est une belle personne et vous avez beaucoup de chance de la voir dans cette ville. Alors aujourd'hui, on va parler un peu de physique et en particulier de gravitation quantique et d'origine de l'univers. Alors, j'aimerais vous rappeler que, en partie au moins, la physique est vraisemblablement née dans le texte de Lucrèce. Le texte de Lucrèce, le De Natura Rerum, est un poème. Il y a là, je crois, deux leçons fondamentales que l'on devrait peut-être garder à l'esprit. D'abord, bien sûr, c'est la beauté du verbe. Le rythme du dactyle, la saccade des phalanges, c'est la métrique de l'épopée. Mais le poème, ce n'est pas seulement la beauté et la grâce, c'est aussi un lien organique avec son objet. Il ne s'agit pas que d'une froide modélisation. Et la deuxième leçon fondamentale, c'est que la pensée de Lucrèce est associée ou adossée à une éthique. Non pas une déontologie, ça serait trop peu, mais véritablement une morale, une pensée de l'ici contre l'ailleurs, une sorte de réhabilitation de l'infime contre l'immense, et je crois que c'est particulièrement important aujourd'hui. Je crois qu'on pourrait résumer cela par cette magnifique phrase du plus grand mathématicien du XXe siècle, Alexander Grothendieck, qui écrivait « Il ne suffit pas que le monde soit beau, encore faut-il daigner s'en réjouir ». Alors, comme vous le savez sans doute, en physique théorique, nous avons essentiellement deux théories pour faire un monde. D'une part, la mécanique quantique, nous allons y revenir, qui décrit remarquablement bien, quoique pas exclusivement, l'infiniment petit. Et d'autre part, la relativité générale, la grande théorie d'Einstein, qui décrit remarquablement, quoique là encore non exclusivement, l'infiniment grand. Mais ce que j'aimerais vous faire remarquer à ce stade, c'est que j'ai écrit non pas deux théories pour faire le monde, mais deux théories pour faire un monde, laissant par là même entendre que la physique n'englobe pas, aussi belle soit-elle, la totalité du réel. Je voudrais par exemple vous faire remarquer que contrairement à ce qu'on lit souvent, y compris dans de bons articles de vulgarisation, qu'il n'existe pas de phénomène physique. Ni le mouvement des planètes autour du Soleil, ni la croissance des cristaux de vitamine C ne sont en soi des phénomènes physiques. Ce sont des processus qui se trouvent être adéquatement décrits par une construction humaine qui est la physique. De plus, remarquez que même au sein des sciences de la nature, il est possible que la biologie, par exemple, échappe en partie au langage de la physique mathématique. Non pas seulement en fait, ça c'est évident, mais même en droit, parce qu'il est vraisemblable que les fondements de la biologie évolutionniste, de la pensée diachronique du vivant, en réalité ne satisfassent pas à ce qu'on nomme l'axiome d'extensionnalité en mathématiques et qui est un des fondements des mathématiques. Mais ça, c'est pas triste en fait, c'est très beau. Ça veut dire que le monde est plus complexe que ce qu'on croyait. Parce qu'en biologie, l'espace des possibles ne préexiste pas à l'évolution. Il s'invente au fur et à mesure du foisonnement de la découverte des systèmes vivants. Et au-delà des sciences de la nature, le philosophe américain Nelson Goodman nous le rappelait, les faits, les quarts de ton, les quarks, les équations différentielles et les poèmes ne vivent pas dans le même monde. Essayons de sortir enfin du réductionnisme. Il n'existe pas de métamonde qui engloberait ou réduirait tous les autres. Alors, la première de ces deux grandes théories, c'est la physique quantique. En quelques phrases. Elle nous montre que l'essentiel des grandeurs semble être discrète, discontinue, comme si, à petite échelle, le travail d'ourdissage du réel se révélait. Elle nous montre qu'il faut renoncer au reposant déterminisme de la physique classique au profit d'une vision stochastique ou aléatoire. Il y a de l'imprévisible qui ne résulte pas de notre inconnaissance du système, mais semble-t-il du comportement intrinsèque de la nature elle-même.
Mécanique quantique qui rappelle que l'ordre des mesures importe. Ça ne commute pas. Ça, c'est tout à fait usuel pour nous. Il est quand même préférable que vos questions viennent après ma conférence et pas avant. La plupart des interactions qui nous occupent ne sont pas invariantes par renversement de l'une envers l'autre. Mais en mathématiques, c'est assez rare, les processus non commutatifs, et c'est vraiment le socle théorique, si vous voulez, de la mécanique quantique. Et puis, il y a cette curieuse impression de comportement dual. Vous voyez, si on envoie des électrons à travers deux fentes, on observe la belle figure de diffraction que vous voyez à droite. Il y a des points, autrement dit, les électrons sont bien des petites particules, des corpuscules, comme on disait à la fin du XIXe siècle. Mais vous voyez aussi qu'il y a une structure de bande. Et ça n'est possible que s'il y a une onde qui est passée simultanément par les deux franges. D'où évidemment cette impression de dualité assez contre-intuitive, quoique non véritablement paradoxale. L'autre grande théorie du XXe siècle, c'est la relativité. La relativité, vous allez voir que son cœur dur conceptuellement, c'est vraisemblablement une sorte de déconstruction des oppositions binaires que la métaphysique occidentale a tellement adorées. L'opposition entre le vrai et le faux, entre l'humain et l'animal, entre la raison et la passion, entre la nature et la culture, entre le corps et l'âme, entre les hommes et les femmes, en ce moment et pour le pire, entre la barbarie et la civilisation. Celle-là, l'Occident en est particulièrement friand et il devrait pourtant s'en passer. Mais l'opposition que je voudrais ici mentionner, c'est celle entre le contenant et le contenu. Métaphoriquement, si vous voulez, entre le cadre et l'œuvre, en l'occurrence un noir de Goya. Voilà ce que la relativité va mettre en abîme. D'abord, avec la relativité restreinte. Alors, la relativité restreinte nous montre qu'il existe une vitesse absolue, indépassable, qu'on peut bien assimiler à celle de la lumière, mais qui relève plutôt d'une sorte de constante de structure de l'espace-temps, qui nous montre qu'il est possible, finalement, et sans métaphore, au sens parfaitement littéral, de voyager dans le futur, que le temps peut se dilater, l'espace se contracter. Si je me mets en mouvement par rapport à vous, ma montre va se désynchroniser par rapport à la vôtre. Alors évidemment, là, je marche doucement, donc l'effet n'est pas directement mesurable. Mais si je marchais beaucoup plus vite, pendant qu'il se passerait 1 seconde pour moi, il pourrait se passer 1 heure pour vous. Ça deviendrait mesurable. Et si je marche encore plus vite, pendant qu'il se passe 1 seconde pour moi, il peut se passer 50 ans pour vous. Alors là, ça devient drôle, parce que les jeunes de cette pièce sont devenus plus vieux que moi. Et quand on se retrouve, ce sont eux les papis et mamies, et c'est moi qui suis encore, ma foi, un peu fringant. Et donc, on peut comme ça devenir plus vieux que ses parents. Voilà, si tant est qu'ils soient encore en vie, naturellement. Si vous mettez vos parents dans un vaisseau spatial, il peut s'écouler 1 heure pour vous, 30 ans pour eux, 1 heure pour eux et 30 ans pour vous. Et quand vous vous retrouvez, vous êtes effectivement, réellement, plus vieux que vos parents. Alors ce sont des phénomènes qui sont assez contre-intuitifs, mais qui sont très bien connus, qui sont expérimentés tous les jours par les physiciens et physiciennes. Bien évidemment, on les met en œuvre pour des particules élémentaires, parce que l'énergie nécessaire pour les expérimenter sur des humains serait bien trop grande, mais leur réalité tangible ne fait absolument aucun doute. Relativité qui nous montre finalement qu'on ne doit plus penser l'espace et le temps de façon disjointe, mais plutôt comme un bloc d'espace-temps qui sont liés l'un à l'autre. Et quand je me mets en mouvement, je troque en quelque sorte de l'espace pour du temps. Et puis la fameuse formule E égale mc carré, qui en fait montre qu'il existe un pont entre des grandeurs de nature différentes. Alors c carré, vous pouvez oublier, c'est dimensionnel, c'est E égale m qui est important. Il y a une égalité entre l'énergie et la masse. Et ça, c'est très étrange, parce que l'énergie, c'est un avoir, la masse, c'est un être. L'énergie, c'est un extrinsèque, la masse, c'est un intrinsèque. L'énergie, c'est un acquis, la masse, c'est un inné. Et vous voyez que le pont entre les deux, ça ouvre en réalité la porte à transformer, on pourrait presque dire à transmuer, une caractéristique, une propriété secondaire en existence. Un peu comme si on transformait la couleur d'un livre en existence réelle, matérielle et palpable d'un nouveau livre.
Alors ça, c'est un peu métaphorique, mais pour le dire maintenant de façon rigoureuse, ce qui se passe au CERN, pas très loin d'ici, à Genève, c'est exactement ça. On transforme du mouvement en existence. Ne croyez pas que quand deux électrons se rencontrent, bon, en ce moment c'est des protons, mais il y a 20 ans c'était des électrons qui se rencontraient au CERN. Ne croyez pas que les 300 particules que vous créez étaient déjà présentes à l'intérieur des électrons et que vous avez cassé les électrons. C'est pas ça du tout. Les électrons sont insécables, vous n'avez pas cassé les électrons. En fait, vous avez extrait les 300 particules du déplacement des électrons. Vous avez transformé du mouvement en existence. Et je trouve que ce qu'il y a encore de plus remarquable que toutes ces propriétés un peu quand même déconcertantes en relativité, c'est ce sur quoi elles se fondent. La relativité restreinte, c'est la première théorie de jauge de l'histoire. C'est-à-dire que c'est la première théorie à se fonder comme assise intellectuelle sur une symétrie. Et ça, ce qui a de très remarquable, si vous voulez, c'est que la plupart des résultats que je viens d'énoncer ne sont pas dépendants de la forme particulière des lois qui structurent notre monde, mais du simple fait que des lois existent. Ce qui revient à dire que dans n'importe quel monde où il y aurait des lois, fussent-elles différentes de celles qui nous sont coutumières, vraisemblablement, la relativité restreinte resterait correcte. En ce sens, c'est presque une métathéorie, c'est presque la grammaire de la physique. Bien, vous êtes prêts? Parce que ça, c'était l'entraînement. La vraie théorie intéressante, c'est la relativité générale. Alors, la relativité générale, c'est la théorie de la gravitation, ou la théorie fondamentale de l'espace-temps, si vous voulez. Ce que comprend Einstein, et qui est résumé par cette belle formule, G, c'est la géométrie, T, c'est la matière. Et donc, ce que comprend Einstein, c'est qu'il y a un lien indéfectible entre la forme de l'espace et ce qu'il y a dans l'espace. L'espace se distend et se distord eu égard à la présence des corps. Les corps agissent sur l'espace et en retour, l'espace dicte aux corps les trajectoires appropriées. Ce que ça signifie philosophiquement, c'est qu'il n'y a plus de distinction fondamentale entre le contenu et le contenant. Parce que le contenu, normalement, c'est l'espace, n'est-ce pas? Le contenu, plutôt, c'est nous. Ce sont les objets, les corps, les atomes, la lumière. Et le contenant, c'est l'espace. Mais ce que nous dit Einstein, c'est qu'en réalité, le contenant est lui-même un phénomène. L'espace n'est plus une entité abstraite, figée, éternelle, donnée, comme le proposait Emmanuel Kant. Non, l'espace devient un objet physique comme les autres. La vision est relationnelle. Nous n'avons plus de position absolue. Nous sommes les uns par rapport aux autres vis-à-vis du champ d'espace. Allégoriquement, si vous voulez, nous sommes des vaguelettes sur un raz-de-marée. L'espace, c'est le raz-de-marée. Et nous sommes des vaguelettes. Mais il n'y a plus de différence essentielle, ontologique, entre les objets matériels et l'espace-temps lui-même. Ce ne sont que des champs différents qui interagissent les uns avec les autres. Alors ce coefficient numérique, là, G sur C4, il est tout petit. Donc ça, ce que ça veut dire concrètement, c'est que c'est dur de tordre l'espace. L'espace est un caoutchouc très rigide, et c'est la raison pour laquelle, au quotidien, on n'observe pas aisément ces phénomènes de distorsion et de courbure de l'espace. Alors ça a des conséquences concrètes. Par exemple, ici, en ce moment, même à l'arrêt, même sans me déplacer, mes pieds vieillissent moins vite que ma tête, uniquement parce que le champ gravitationnel est légèrement plus intense au niveau de mes pieds qu'au niveau de ma tête. Parce que le champ de gravitation, c'est l'espace-temps. Si la gravité varie, l'espace-temps varie aussi, et en particulier, l'écoulement du temps n'est évidemment pas le même. Alors une conséquence plus importante que le ressenti de mes pieds, de cette théorie, c'est l'expansion de l'univers. Vous savez que l'univers est en train de grandir, et ça, ce n'est pas dû à un mouvement des corps, c'est dû à l'expansion, à la dilatation de l'espace lui-même. Parce qu'Einstein a compris que l'espace était une entité dynamique, susceptible d'évoluer. Alors ça permet de comprendre beaucoup de choses. D'abord, que les galaxies, par exemple, s'éloignent sans bouger. Alors vous voyez que cette phrase sonne comme un paradoxe, comme un oxymore. Comment peut-on s'éloigner sans bouger? En fait, c'est très simple. Imaginez un échiquier en caoutchouc. Vous pouvez faire s'éloigner les pièces les unes des autres en les déplaçant. Prenez le pion, vous le déplacez, il s'est éloigné du fou. Mais il y a une autre façon de faire.
Vous pouvez aussi ne pas déplacer les pièces sur l'échiquier et tirer sur le plateau de jeu, si tant est que celui-ci soit en caoutchouc. Et le pion qui était en B2 reste en B2. Pourtant, il s'est éloigné du fou qui est à côté. Non pas parce que vous l'avez changé de case, mais parce que les cases ont grandi. C'est ça l'expansion de l'univers. C'est l'expansion du plateau de jeu, même si vous ne déplacez pas les cases. On parle du plateau de jeu. C'est ça l'expansion de l'espace. Vous imaginez bien que les galaxies n'ont pas des petits moteurs pour s'éloigner. Elles sont simplement des traceurs du mouvement propre de l'espace. Ça permet aussi de comprendre un deuxième adage en apparence paradoxal. Le Big Bang a eu lieu partout en même temps. Comment est-ce possible ? Eh bien, imaginez que l'espace, ce soit la surface d'un des ballons dessinés en bas de ce transparent. Alors, pas le volume, hein, la surface. Et imaginez qu'à l'instar de l'univers en expansion, le ballon grossisse. Et je vous demande maintenant, quel est le point à la surface du ballon bleu qui est le plus proche du Big Bang, sachant que le Big Bang, c'est l'état du ballon lorsqu'il était tout petit. Et vous voyez bien qu'aucun des points à la surface du ballon n'est plus proche du Big Bang que les autres. Le Big Bang, c'est le ballon minuscule. Le ballon a grossi, et tous les points à la surface du ballon sont en quelque sorte à la même distance du Big Bang. Mais ça, ce n'est possible que parce qu'on est dans un espace courbe et dynamique. On ne pourrait pas le comprendre sans la relativité d'Einstein. Alors, grâce à cette belle théorie, on peut élaborer une vision cohérente de l'histoire de l'univers. Donc nous nous trouvons aujourd'hui sur la droite de cette belle image, lorsque l'expansion semble accélérer, les galaxies sont formées, les étoiles sont en train de brûler leur combustible et constituent plus qu'une source d'énergie, une source d'entropie négative qui permet l'existence de la vie. Et puis en remontant dans le passé, c'est-à-dire sur la gauche du transparent, vous voyez effectivement les différentes étapes de l'univers, jusqu'à l'inflation primordiale, cette augmentation considérable de la taille, et enfin, toujours en remontant dans le passé, le Big Bang, l'instant originel, la singularité primordiale qui signe en quelque sorte la naissance ou l'apparition de l'univers il y a un peu plus de 13 milliards d'années. Le scénario est cohérent, mais il n'est pas sans difficulté, on va y revenir tout à l'heure. Autre conséquence de la relativité générale, l'existence des trous noirs. Alors les trous noirs, c'est très simple à comprendre. Ce sont des corps dont on ne peut pas s'extraire. Imaginez une rivière qui est ici dessinée avec des poissons. Imaginez que cette rivière coule dans une chute d'eau et que par conséquent la vitesse de l'eau augmente au fur et à mesure que vous suivez son cours. Imaginez que des poissons nagent dans cette rivière avec une vitesse de natation maximum de l'ordre de 1 mètre par seconde, disons. Tant que l'eau va à moins d'1 mètre par seconde, loin de la chute, les poissons peuvent remonter le courant et peuvent aller dans les deux sens. Mais il y en a immanquablement un instant, un lieu, au-delà duquel la vitesse du courant est tellement grande, devient plus rapide que la vitesse de natation des poissons, de sorte que même si les poissons nagent en arrière, en fait, ils vont quand même en avant. Parce que si l'eau se déplace à 5 mètres par seconde et que le poisson nage en arrière à 1 mètre par seconde, il ne peut plus contrebalancer le courant. C'est ce qui est matérialisé par le petit trait rouge sur ce dessin. Au-delà du petit trait rouge, les poissons ne le savent pas encore, mais ils vont inéluctablement tomber dans la chute d'eau. C'est exactement la même chose pour un trou noir en remplaçant les poissons par les photons, c'est-à-dire par les grains de lumière. Et l'horizon du trou noir, sa surface, c'est un objet immatériel, un peu comme la ligne rouge dans cette rivière. Vous voyez bien que le moment où vous passez le point de non-retour, vous ne le ressentez pas comme un impact. Les poissons ne meurent pas au moment où ils passent le point de non-retour. C'est plutôt quand ils vont tomber dans la chute d'eau qu'il risque de se passer quelque chose d'un peu triste pour eux. C'est exactement pareil pour un trou noir. Vous pouvez vraisemblablement passer l'horizon, vous ne ressentez rien de particulier, mais attention, vous êtes perdu, même si vous ne le savez pas encore. Donc un trou noir, c'est ça. C'est une sphère noire, qui est essentiellement vide, toute la masse est au centre, mais ça pose quand même un certain nombre de paradoxes. Le premier, ça concernerait la vitesse à l'horizon. Imaginez qu'on lance une pierre sur un trou noir. Quelle est sa vitesse au moment où elle rentre dans le trou noir ? Si vous êtes tout près de l'horizon, de la surface, eh bien vous allez mesurer une vitesse qui est proche de celle de la lumière, la plus grande vitesse possible. Si vous êtes très loin dans un vaisseau spatial, vous allez mesurer que la pierre rentre dans le trou noir à l'arrêt,
qu'elle ne rentre donc pas dans le trou noir, qu'elle s'arrête à la surface, qu'elle s'immobilise à la surface du trou noir. La plus petite vitesse possible. La mauvaise question serait celle consistant à se demander quelle est la bonne réponse. La relativité porte bien son nom, et comme vous l'avez compris, les deux réponses sont justes dans deux points de vue, de prismes différents sur le même réel. Alors, les trous noirs sont aussi très efficaces si vous avez envie d'aller dans le futur. Petite parenthèse, vu l'état du monde, je ne vous le conseille pas. Mais si vous êtes inconscient, alors approchez-vous d'un trou noir. Ne rentrez pas dedans, hein, sinon vous êtes perdu, n'oubliez pas. Mais vous pouvez vous approcher dedans, et tant que vous n'êtes pas rentré, vous pouvez ressortir, vous pouvez repartir. Ça vous coûte beaucoup d'énergie, mais c'est possible. Et ça jouerait exactement le rôle d'une machine à aller dans le futur. Hein, si vous approchez d'un trou noir, vous restez 10 minutes près d'un trou noir, à l'extérieur, puis vous retournez dans l'univers, il a pu se passer 100 ans, 1000 ans, 1 million, 1 milliard d'années, ça dépend juste de la proximité avec l'horizon à laquelle vous êtes allé dans l'univers extérieur. Donc c'est littéralement comme dans les films de science-fiction, ce sont des machines à aller dans le futur. Alors dans le trou noir, si toutefois il vous arrive un jour de sombrer, pensez à moi, ne faites rien. Vous pourriez vous dire, ok, ma mort est certaine, comme les poissons avec la chute d'eau, mais je vais quand même allumer mon moteur de fusée pour essayer de ralentir un peu l'inexorable, et donc je vais exercer une poussée vers l'extérieur. Ça sera pire. Souvenez-vous-en, quoi que vous fassiez, vous ne pouvez que précipiter votre chute, la nature fait bien les choses, vous ne faites rien, vous aurez le temps de vie maximum possible à l'intérieur d'un trou noir. Et puis vous allez faire l'expérience de la singularité centrale. Alors on ne sait pas très bien ce que c'est, là on commence à être dans le domaine où la physique mathématique atteint ses limites, mais ce qui semble émerger des diagrammes d'espace-temps, c'est que cette singularité, au moins pour un trou noir qui ne tourne pas, eh bien c'est en réalité une sorte d'interruption du temps. Ce n'est pas un point qui est localement situé, la singularité, c'est un point qui est temporellement situé. Bien, alors on pourrait regarder ce à quoi ressemble le monde autour d'un trou noir et se rendre compte que ce n'est pas simplement un disque qui obstrue le ciel en arrière-plan. Alors ça, c'est une très belle situation qui a été faite par Alain Riazuelo, qui est astrophysicien à Paris. Et en fait, ce qu'il a fait, c'est qu'il a pris une vraie photo du ciel et il a simulé ce que nous verrions si un trou noir s'interposait entre nous et le ciel d'arrière-plan et que nous étions dans un vaisseau spatial en orbite autour de ce trou noir. Donc ce n'est pas du tout une représentation artistique ou libre, c'est vraiment une résolution rigoureuse des équations d'Einstein qui permettent de comprendre ce à quoi ressemblerait littéralement, rigoureusement, le ciel. Alors la raison pour laquelle ça tourne, ce n'est pas dû au trou noir, hein, ça c'est juste parce qu'on est en orbite. Bon, c'est pour ça que ça bouge parce que le vaisseau bouge. En revanche, évidemment, vous remarquez tout de suite qu'il se passe des choses un peu étranges autour de ce trou noir. Et ça, c'est une signature de la distorsion de l'espace. En particulier, vous voyez peut-être que chaque étoile apparaît 2 fois. Et ces 2 images, eh bien, ça provient des 2 trajectoires principales que la lumière peut suivre pour aller de l'étoile, de la source, jusqu'à l'observateur. Donc elle peut passer à côté du trou noir ou passer derrière le trou noir et être défléchie vers votre œil. Et donc, vous voyez apparaître une sorte d'image fantomatique. Et en réalité, si vous pouviez zoomer sur le trou noir, vous verriez une infinité d'images fantômes de chacun des objets célestes. Alors, il y a cette espèce de cercle-là qui est un peu compliqué à comprendre, qui est à racine carrée de 27 fois la masse du trou noir, de la singularité centrale, et qui correspond au paramètre d'impact limite qui va imposer ou non à la lumière de sombrer dans le trou noir. Donc là, on commence à voir apparaître sur la simulation la Voie lactée, notre petit îlot d'univers, avec l'image principale qui est à gauche et l'image secondaire qui semble s'enrouler comme ça autour du trou noir. Et puis ce que vous notez aussi, c'est qu'il y a globalement une sorte d'amplification de la luminosité du ciel d'arrière-plan. Et ça, c'est ce qu'on appelle l'effet de lentille gravitationnelle, parce que le trou noir défléchit la lumière et la fait converger vers l'observateur. Bon, et bien maintenant, il n'y a plus qu'à concilier ces 2 théories. Je vous ai parlé un tout petit peu de mécanique quantique, beaucoup de relativité générale. Que se passe-t-il quand on les réconcilie ? Et c'est là que les choses deviennent compliquées. Alors pourquoi d'abord il faut les réconcilier ? Parce que si je réécris les équations d'Einstein, à gauche vous avez la géométrie, la forme du monde. À droite vous avez le contenu du monde. Le problème c'est que le contenu est quantique. C'est la grande leçon de la physique depuis un peu plus d'1 siècle.
Et donc, si le terme de droite est quantique, vu qu'il est égal au terme de gauche, le terme de gauche doit aussi être quantique. C'est l'argument le plus simple. Il faut que la géométrie soit quantique parce que la géométrie est liée à la matière et que la matière est elle-même quantique. Alors, ça paraît simple, mais ça ne l'est pas. Il y a des raisons très techniques pour lesquelles c'est difficile de faire de la gravitation quantique, par exemple la non-renormalisabilité de la gravitation, mais il y a aussi des raisons plus intuitives. Je vous en donne une. En mécanique quantique, le temps a un sens usuel, habituel. C'est un temps externe en quelque sorte, c'est un paramètre extérieur. C'est vraiment le temps de la vie de tous les jours. En mécanique quantique, vous allez remplacer les variables d'espace, la position, par des opérateurs, c'est-à-dire par quelque chose qui agit sur le système, mais pas le temps. Le temps, il garde son acception triviale. Oui, mais c'est un problème ça, parce qu'en relativité, ce qu'on a compris, c'est que le temps et l'espace, c'est pareil. Si je fais un changement de coordonnées, ce que j'appelais temps, je l'appelle espace, c'est la même chose. Donc comment est-ce que le temps et l'espace peuvent être à la fois la même chose, ce que nous dit la relativité, et fondamentalement différents, ce que nous dit la mécanique quantique? Eh bien, ce sont des paradoxes sur lesquels les plus grands esprits ont buté depuis près d'un siècle, à commencer par Einstein lui-même, qui bien sûr avait conscience de la nécessité de cette théorie de gravitation quantique, mais qui n'a pas réussi à élaborer de façon cohérente. Alors, on a aujourd'hui un certain nombre de tentatives. Aucune d'entre elles n'est consensuelle. Voilà. Donc on n'a pas la réponse définitive à cette question, mais on a quelques idées que je vais rapidement vous présenter. La première, c'est ce qu'on appelle la gravitation quantique à boucle, qui a été essentiellement proposée par Carlo Rovelli, un physicien génial à mon sens, qui aime, et là c'est une photo que j'ai faite dans une de ses conférences grand public, a proposé qu'une bonne théorie physique doit être relativement simple et doit pouvoir s'écrire sur un t-shirt. Voilà. Le mien est encore à peu près vierge, mais faites-vous plaisir à la fin. Bon, c'est un grand t-shirt quand même, hein, mais bon, effectivement, il a écrit les lois fondamentales de la gravitation quantique à boucle. Le seul problème, c'est que le même Carlo Rovelli, le lendemain, je le retrouve à la conférence de recherche qui nous réunissait, et on se rend compte que quand il parle devant ses collègues, il en a quand même rajouté un peu, et que c'est déjà un tout petit peu moins simple, et que là, il faudrait quand même que le t-shirt commence à devenir très très grand. Puis après, vous lisez les articles de Carlo Rovelli, et vous vous rendez compte que oui, c'est quand même beaucoup plus compliqué que 3 petites formules sur un t-shirt. Toujours est-il que ça marche assez bien, c'est convaincant, c'est cohérent, et c'est assez simple dans les idées. Très complexe, bien sûr, dans la mise en œuvre, sinon Einstein l'aurait fait depuis longtemps, mais assez simple dans les idées. C'est une théorie qui tente une approche humble, modeste, de la problématique de la gravitation quantique. C'est assez bien résumé par Lee Smolin, qui est un des autres acteurs majeurs de cette approche, et qui se demandait, peut-on construire une théorie quantique de l'espace-temps fondée exclusivement sur les principes qui ont été expérimentalement vérifiés ou validés. Et la gravitation quantique à boucle est sans doute l'une des meilleures réponses possibles, si ce n'est la seule d'ailleurs, à cette injonction. Il en résulte une vision où l'espace lui-même serait comme composé de petits atomes, à l'instar de la matière, qui semble être composée de petites graines insécable, enfin en tout cas insécable à l'échelle de la chimie. De la même manière, l'espace serait peut-être composé de petites graines insécables qui évolueraient de façon stochastique. Les aires, les surfaces et les volumes auraient des valeurs minimum. Vous ne pourriez pas couper l'espace comme ça à l'infini. Alors l'idée maîtresse, c'est vraiment de garder, si vous voulez, la structure de la relativité, à savoir l'invariance de fond, le fait qu'il n'y a pas d'espace sous-jacent. Pour le dire simplement, on ne cherche pas à faire une théorie dans l'espace, on cherche à faire une théorie de l'espace. C'est l'espace qu'il faut quantifier et pas simplement des champs au sein de l'espace usuel. Alors ça a des conséquences sur l'origine de l'univers. Si maintenant vous appliquez cette théorie à la cosmologie, c'est-à-dire au système univers, eh bien vous trouvez que l'histoire que je présentais tout à l'heure est infléchie. Alors l'essentiel de ce qui est advenu dans l'univers est inchangé, sauf quand vous vous approchez très très près du Big Bang. Quand vous vous approchez très près du Big Bang, les effets de géométrie quantique commencent à devenir importants, et à la différence de la prédiction d'Einstein, qui est cette singularité du Big Bang,
Vous avez maintenant une régularisation du comportement de l'univers avec l'apparition de ce qu'on nomme un big bounce, c'est-à-dire un grand rebond. Alors attention, hein, l'univers ne rebondit pas sur quelque chose. Il se rebondit dessus, si vous voulez. C'est un rebond interne à l'univers, il n'y a pas d'extériorité à l'univers. Et donc, suivant ce modèle, qui bien sûr n'est pas corroboré à ce stade par l'expérience, mais qui est quand même intéressant parce qu'il est théoriquement cohérent, eh bien, d'après ce modèle, il y aurait donc eu une phase de contraction de l'univers qui aurait précédé la phase d'expansion au sein de laquelle nous nous trouvons en ce moment. Alors peut-être vous vous dites, mais comment est-il possible que l'univers n'ait pas eu de début ? Oui, mais quand on a inventé le Big Bang, figurez-vous que les gens ont dit, mais comment est-il possible que l'univers ait un début ? Et ça révèle un fait psychologique assez intéressant, c'est que ce qui nous étonne réellement, ce n'est pas ce qu'on ne comprend pas, c'est ce à quoi on n'est pas habitué. Mais mathématiquement, il n'y a aucun doute que cette situation est préférable, parce qu'elle est non pathologique, il n'y a aucun point singulier, aucun point où les équations cessent d'être utilisables dans toute l'histoire de l'univers. Alors si on regarde d'un peu plus près, ce qui est intéressant, c'est que la vision n'est pas exactement symétrique. Donc nous, on se trouve à droite hein, sur ce schéma, là, au moment où l'univers commence à accélérer son expansion. Mais vous voyez qu'à droite du grand rebond, il y a eu cette phase d'expansion très rapide, qu'on nomme inflation, qui semble ne pas avoir existé avant le grand rebond. Donc ça, on comprend très bien pourquoi c'est le cas du point de vue mathématique. Et ça a une conséquence expérimentale pertinente, c'est que la durée de cette inflation devient maintenant une observable qu'on peut prédire, qu'on peut calculer, ce qui n'est pas le cas en relativité générale. Donc ce que je laisse entendre ici, c'est qu'il n'est pas impossible que cette théorie soit falsifiable, qu'elle puisse être mise à l'épreuve d'observation, même si c'est extrêmement difficile, parce que vous imaginez que trouver des traces, des signes comme ça, de ce monde d'avant le monde, c'est évidemment un défi qui est extraordinairement compliqué. Alors, il y a une conséquence qui est aussi philosophiquement assez remarquable, c'est que dans cette théorie de gravitation quantique, au moment du rebond, il y a une grandeur, que j'ai notée oméga sur ce transparent, qui change de signe. Alors, je ne vais pas vous embêter en vous expliquant que c'est le coefficient qui intervient dans le crochet de poisson entre les contraintes hamiltoniennes, mais intuitivement, ce que ça veut dire, c'est que le temps disparaît. Quand oméga devient négatif, ce que ça veut dire, c'est qu'il n'y a plus de temps. Nous, on vit dans un monde où on a 3 dimensions d'espace et 1 dimension de temps. Eh bien, il semblerait que dans ce modèle, au voisinage du rebond, il n'y a plus que 4 dimensions d'espace. La dimension de temps devient une dimension d'espace. Alors mathématiquement, on sait assez bien gérer ça, mais ça ouvre énormément de questions philosophiques et épistémologiques. Qu'est-ce que ça veut dire que propager une onde, par exemple, quand il n'y a plus de temps ? Vous voyez, le concept même de propagation a-t-il encore un sens quand il n'y a plus de temps ? Ça, c'est des questions qui sont encore totalement ouvertes et sur lesquelles beaucoup de travail est à fournir. Je vous donne un second et dernier exemple de gravitation quantique, la dite théorie des cordes, qui essentiellement propose que les entités fondamentales ne soient pas ponctuelles, mais qu'il s'agisse plutôt de structures filiformes, de petits élastiques en vibration. Et de la même manière qu'une même corde de violon peut générer toutes les notes de la gamme chromatique suivant l'endroit où vous mettez votre doigt sur le manche, et peut même les générer de façon juste, ce qui n'est pas possible au piano, par exemple, eh bien, la théorie des cordes pourrait générer toutes les particules et interactions connues comme différents modes de vibration d'une unique classe de cordes fondamentales. En particulier, les cordes contiennent dans leur spectre ce qu'on appelle un boson sans masse de spin 2, mais en langage clair, c'est la gravité. Donc il semblerait que les cordes elles-mêmes parlent naturellement le langage de la gravitation quantique, au prix exorbitant pour certains d'hypothèses extrêmement lourdes et parfois même en violation apparente avec l'expérience quotidienne, à savoir l'existence de dimensions supplémentaires. Alors du point de vue de la cosmologie, les prédictions de la théorie des cordes sont, dirais-je, plus équivoques que celle de la gravitation quantique à boucle, et l'image globale qui apparaît est plutôt liée au concept de multivers. Alors le multivers en tant que tel n'est pas vraiment lié à la théorie des cordes, mais la théorie des cordes l'enrichit. L'idée de multivers, on la voit émerger quand on regarde d'un peu plus près cette inflation que j'évoquais tout à l'heure, cet agrandissement considérable de la taille de l'univers.
Quand vous regardez assez simplement la structure mathématique de l'inflation, vous vous rendez compte qu'elle peut s'arrêter quelque part, par exemple ici, chez nous, permettant l'existence de la complexité des étoiles, des arbres, des gens, et puis qu'elle ne peut pas s'arrêter partout en même temps. Il y a forcément exponentiellement plus d'endroits où l'inflation perdure que d'endroits où l'inflation s'arrête. Et ça va automatiquement générer une structure arborescente de multivers, c'est-à-dire d'univers bulles, qui se déploie à l'infini. Alors en tant que tel, le modèle n'est pas très intéressant, mais il devient pertinent quand la théorie des cordes va emplir ou structurer chacune de ces bulles avec des lois physiques différentes, donnant naissance à une strate de métadiversité absolument inimaginable. Alors peut-être que vous êtes en train de vous dire qu'on est en pleine science-fiction, c'est pas tout à fait faux, hein. Mais il y a quand même quelque chose de sérieux et d'intéressant dans cette idée, parce que ça permet d'expliquer des choses. Par exemple, les lois de la physique semblent être extraordinairement bien adaptées, miraculeusement adaptées à l'existence de la complexité. Alors je ne dis pas l'existence des humains, parce que ça c'est pas vrai. Si on changeait un peu les lois, il n'y aurait pas d'humains, l'évolution biologique aurait fait d'autres structures vivantes. Ça c'est trivial, c'est évident. Pas ça que je dis. Ce que je dis, c'est qu'il semble que si on changeait un peu les lois de la physique, on aurait un monde essentiellement morne, sans chimie, sans complexité, sans étoiles, sans planètes, sans structure fine et subtile. Alors face à cette assertion, soit vous vous dites, on a eu une chance incroyable. On avait une chance sur 1 milliard, 2 milliards, 2 milliards, 2 milliards, 2 milliards, 2 milliards, que les lois de l'univers donnent naissance à un monde intéressant, et on est tombé sur celle-là. Soit vous vous dites de façon presque théologique, en fait, quelqu'un ou quelque chose a orienté l'univers pour qu'il soit hospitalier, ce qui est possible, mais là on sort de l'explication physique. Soit en fait vous vous dites, le multivers donne la réponse. J'ai une infinité ou un très grand nombre d'univers avec des lois différentes, et il est par conséquent tout à fait normal que dans certains univers, les lois soient hospitalières. Et comme nous sommes des structures complexes, nous nous trouvons évidemment dans un des univers compatibles avec la présence de la complexité. Un peu comme un poisson, si vous voulez. Imaginez que les poissons se disent que c'est quand même extraordinaire, il y a de l'eau partout. Mais non, c'est simplement que là où il n'y a pas d'eau, il n'y a pas de poisson. C'est tout. C'est comme si nous, on se disait, mais c'est quand même formidable, il y a de l'herbe et il y a des arbres alors qu'on a besoin d'arbres pour vivre. C'est parce qu'il n'y a pas d'être humain au cœur des étoiles. Ou il n'y a pas d'arbres, effectivement, mais il n'y a pas non plus de complexité. C'est simplement un biais, si vous voulez, d'environnement. Alors, ce qui est quand même pertinent, c'est que le multivers reste dans une certaine mesure testable, c'est-à-dire popérien, parce que ce n'est pas une théorie, c'est une conséquence de théorie. Et si les théories qui le prédisent venaient à être falsifiées, toutes leurs prédictions, y compris le multivers, s'évanouiraient avec elles. Il n'a jamais été nécessaire de mettre à l'épreuve toutes les prédictions d'une théorie pour que cette théorie soit effectivement considérée comme scientifique. Et le fameux principe anthropique qui est souvent dénigré, ce n'est pas du tout un principe téléologique, c'est-à-dire finaliste. Pas du tout. Le principe anthropique à la Brandon Carter, qui en est l'inventeur, c'est un principe de modestie, qui dit simplement « attention, notre environnement n'est peut-être pas représentatif du tout ». Ben oui, la Terre n'est pas représentative de l'univers, et peut-être que l'univers n'est pas représentatif du multivers. Alors l'évolution est quand même assez raisonnable, hein. La vision du monde a été d'abord géocentrée sur la Terre, puis héliocentrée sur le Soleil, puis galactocentrée sur la galaxie, puis cosmocentrée sur l'univers. Et là, ce serait peut-être l'embryon d'un changement de paradigme vers une vision strictement acentrique, qui demeure, j'insiste, à ce stade parfaitement spéculative. Moi, j'aime bien l'idée que ce soit peut-être une nouvelle blessure narcissique. Vous voyez, après Copernic, Darwin et Freud, ce serait la nouvelle version de l'humilité forcée, en quelque sorte, par la physique. Bon, il est bientôt temps de conclure. Vous savez que nous sommes dans une situation catastrophique, je le dis avec un grand sourire. Nous avons éradiqué les 2/3 des insectes en quelques années, les 2/3 des mammifères sauvages en quelques décennies et les 2/3 des arbres en quelques millénaires. Ce n'est pas une crise climatique. Ok ? Ce n'est pas une crise
climatique. Même sans un seul degré de réchauffement, nous serions quand même dans la 6e extinction massive. Le climat est un problème parmi beaucoup d'autres. Et tous ces problèmes, même si j'ajoute la pollution, la perte des espaces de vie, l'acidification des océans, etc., toutes ces catastrophes restent des conséquences. Ce sont des symptômes. Traiter aujourd'hui le réchauffement climatique, c'est un petit peu traiter un cancer du cerveau avec du paracétamol. Oui, ça fait mal à la tête, mais il faut mieux quand même aller s'attaquer à la tumeur que simplement s'attaquer à la douleur. Et ce sont des symptômes de quelque chose de beaucoup plus grave, qui est l'effondrement global des conditions d'habitabilité de la planète. Mais cet effondrement est lui-même une conséquence et un symptôme de quelque chose d'encore plus grave, puisque nous en sommes les coupables, comme vous le savez, qui est notre envoûtement ou notre endoctrinement à cette espèce de techno-débilité qui nous coupe et nous aveugle à ce qui a véritablement du sens et de l'importance pour nous. Je crois que bien plus qu'à un réchauffement climatique, nous sommes confrontés à un effondrement de la beauté, du sens et de la puissance d'être, c'est-à-dire de ce qui nous définit en tant que vivants. Ce qui nous définit. Le contraire de cette putain d'intelligence artificielle qui est en fait une grosse merde, pas intelligente du tout. Et donc, merci. Et donc, je crois que l'enjeu, ce n'est pas de faire des bilans carbone. Oui, si vous émettez un peu moins de CO2, c'est bien quand même, on est d'accord. Mais ce n'est pas ça l'enjeu central de notre société, ce n'est pas de faire des bilans carbone. La science ne doit pas être omnubilée par la question des émissions de CO2. Je crois que ce qui est fondamental aujourd'hui, ce n'est pas d'améliorer la modalité, c'est de penser la finalité. Quel monde on veut ? Où est-ce qu'on veut aller? On verra après si c'est possible ou pas, on verra après si ça émet du CO2 ou pas, on verra après si c'est bon ou mauvais pour les oiseaux. Mais on n'a même pas commencé à se demander où on veut aller et on suit en ce moment cette espèce de machine infernale inertielle qui non seulement détruit tout, mais qui nous rend malheureux, pauvres et tristes. Et donc je crois qu'il faut aujourd'hui trahir ce comportement d'inertie et pour ça je crois à une révolution poétique. Parce que le prosaïque, c'est le normé, c'est le chiffré, c'est le prévisible, c'est l'industrieux. Alors que le poétique, si vous voulez, c'est le surgissement de l'imprévu. C'est la vie, c'est l'amour. C'est ce qui fait que ce que vous pensez en ce moment n'était pas écrit quand vous vous êtes levé ce matin. Et on a une peur bleue aujourd'hui du poétique. On en fait un petit luxe qui nous est autorisé dans le meilleur des cas à la fin du week-end, alors qu'en fait, ça devrait être le cœur de ce qui nous importe et de ce que nous recherchons. Et ce que j'aimerais dire, c'est que la science, ça n'est pas que ça. Alors, je ne veux pas laisser entendre que tout ce qui est sur cette photo est à jeter. C'est pas vrai. Il y a beaucoup de choses très intéressantes. Il y a beaucoup de découvertes qui sont associées à ces grosses machines. Je ne le nie pas. Je ne le nie pas. Mais la science, ce ne sont pas seulement des grosses machines, et je crois que c'est très important de le rappeler. Et je voudrais quand même mentionner que nous autres scientifiques avons une responsabilité dans l'état catastrophique de la vie sur Terre. La technoscience, ce n'est pas la solution, c'est quand même pour l'essentiel le problème à la situation dans laquelle nous nous trouvons, à mon avis. D'abord pour les externalités directes. Toutes ces grosses machines ont un impact considérable. Ensuite, pour les connivences, nous participons à la machine de production dévastatrice. Et enfin, au niveau symbolique, par un certain assèchement du réel qui nous donne l'impression que tout ce qui n'est pas normé et intégré dans un tableau Excel ou décrit par une équation n'existe pas. Et ça, c'est extrêmement grave. Pour autant, je ne suis pas, rassure-toi Jacques, en train de laisser entendre qu'il faut abandonner la science. Pas du tout. Je crois à une science poétique qui redevient une arme d'invention massive, autrement dit le lieu d'une subversion et non pas le lieu d'une corroboration systémique. Je vous donne un exemple, un seul, pour que vous voyez que mon propos n'est pas totalement aberrant ni totalement éthéré. La mécanique quantique. Aujourd'hui, des sommes colossales sont investies dans toutes les grandes universités du monde sur la création d'ordinateurs quantiques, dont d'ailleurs je ne suis absolument pas certain qu'on parvienne à les faire fonctionner. Mais quand bien même on y arriverait, ils servent à quoi ces ordinateurs quantiques? À précipiter notre chute. Ce sont des machines de production qui vont permettre d'aider le système capitaliste industriel et qui vont nous rendre encore plus débiles.
Mais la même mécanique quantique, vous pouvez l'appréhender à la Carlo Rovelli et vous demander ce qu'elle veut dire vraiment. Et s'il y a des étudiants et étudiantes ici en physique, vous savez très bien qu'on passe 30 secondes dans tout un cursus de physique sur l'interprétation de la mécanique quantique. La dernière vision de Carlo tente à montrer qu'en fait, ce que la physique quantique laisse entendre, c'est l'émergence d'un réel totalement relationnel, où l'état quantique n'est plus pensé comme une description de l'objet lui-même, mais comme une description indexée à l'interaction. Mais c'est absolument incroyable, c'est une arme de renouveau formidable. Quand vous découvrez cette physique quantique-là, c'est une interprétation récente, c'est pour ça que je la mentionne, eh bien, votre ontologie est entièrement renouvelée et c'est exactement ce dont on a besoin, se rendre compte que le monde n'est pas ce qu'on croyait. Donc, je ne plaide pas pour un abandon de la science. Je plaide pour réinvestir de la science, de son pouvoir déconstructeur, et de ne surtout plus en faire une arme de réaffirmation systémique, ce qu'elle est, je crois, aujourd'hui, de façon dominante. J'ai appelé ça une science déviante, tzigane ou touareg de la vérité. Et je conclus avec une citation de Mahmoud Darwish. « Nous aussi, nous aimons la vie quand nous en avons les moyens. Et je ne comprends pas pourquoi nous nous évertuons à ce point à empêcher, à détruire les moyens d'existence de la vie. » Merci. Merci Aurélien, Merci ce à toi. brillant exposé. Avant de passer la parole aux étudiants, j'ai quelques questions sur la présentation. La première, en préambule, vous nous expliquez d'une manière assez provocante qu'il n'existe pas de phénomène physique. Question, quelles sont ces implications de cette affirmation pour notre rapport à la réalité et à la définition du réel? Si vous voulez, le problème que j'identifie, c'est que la science a pris presque tout l'espace. Honnêtement, vous savez très bien que si vos enfants sont bons en maths, ils auront un meilleur avenir que s'ils sont bons en dessin. Et donc, ce que j'essaye simplement de rappeler, c'est que, comme le disait Nelson Goodman, là encore, je crois qu'il serait très important de redonner à la physique le droit à n'être pas la seule version correcte du réel. Et c'est très beau comme phrase, parce que Goodman ne le pense pas comme une chute, ou comme une contrainte, ou comme quelque chose de triste. Moi, en tant que physicien, je trouve ça très réjouissant que la physique ne soit pas la seule version correcte du réel. Les musiciens qui vont venir faire un concert tout à l'heure, ils savent très bien que le monde ne se réduit pas à la musique. Pourquoi nous pensons-nous que le monde se réduit à la physique? Il n'y a pas de phénomène physique. Il y a des phénomènes naturels qui existaient bien avant la découverte de la physique, existeront bien après qu'on ait oublié la physique, parce que notre civilisation n'en a probablement plus pour très longtemps. Ils ne sont pas intrinsèquement physiques, ce sont des phénomènes naturels. Il se trouve que certains phénomènes naturels sont très bien décrits par la physique, d'autres sont très mal décrits par la physique, mais ils ne sont pas en soi physiques. Je crois que la physique est une construction humaine très élégante, très gracieuse, très puissante, mais qui est une projection sur le réel et non pas une mise en lumière du réel en tant que tel. C'est ma conviction en tout cas. Et si vous voulez, c'est aussi une conviction politique. J'ai peut-être tort. On ne pourra pas prouver que j'ai tort ou que j'ai raison. Mais politiquement, je pense que c'est important aujourd'hui que la science apprenne très rapidement l'humilité. Et ce genre de posture, pour un physicien renommé, elle est tenable? Vos pairs, vous leur expliquez ça, qu'il n'y a pas de phénomène physique? Comment on tient, j'imagine, dans cette posture? La réponse honnête, c'est que je m'en fous un peu en fait de ce qu'ils pensent. Oui, je suis un peu isolé, mais c'est pas grave. Moi, écoutez, je suis vraiment pas exemplaire. À aucun moment, jamais dans mon militantisme écologiste ou décolonial, à aucun moment je me suis posé en exemple, parce que j'ai fait beaucoup d'erreurs, j'en fais encore beaucoup, mais au moins, sur cet aspect-là, j'essaie quand même d'appliquer un peu ce que je prône. C'est-à-dire que j'essaye de la vivre, cette physique poétique. Moi, sincèrement, les grandes conférences internationales, là où on se croit très intelligent parce qu'on parle devant 2000 personnes qui, en fait, sont toutes et tous en train de regarder leurs emails, ça me fait plus du tout rêver. Et donc, j'essaye de faire des choses plus simples, qui ont peu d'impact, qui ne sont pas très visibles et qui ont essentiellement comme vertu d'être belles.
Et ça me suffit, en fait. Et donc, je crois que ça... Alors, c'est un peu dangereux pour les jeunes, parce que moi, évidemment, j'ai un poste permanent, donc je peux me permettre de faire ça. Les doctorants qui veulent trouver un avenir, j'essaye de pas trop les embarquer avec moi, parce que ça serait irresponsable de ma part. Mais en tout cas, écoutez, soyons quand même honnêtes, on est en train de prôner une révolution systémique majeure. Si nous, les fonctionnaires, en tout cas en France, on a ce statut, vous aussi, mais c'est peut-être un peu moins clair en Suisse, mais pour lesquels toute remise en cause n'aura aucune conséquence sur leur confort matériel, si même nous ne le faisons pas. Écoutez, comment on peut encore se regarder dans une glace le matin quand même? On est ceux pour qui ça serait le plus simple de le faire. Et accessoirement, on est payé pour avoir des idées. Et pourtant, c'est vrai, vous avez raison, hein, la timidité de la communauté scientifique est extraordinaire, extraordinaire. Au mieux, on va se demander comment, en effet, mieux isoler thermiquement les bâtiments, mais remettre en cause le modèle productiviste du savoir, ça, c'est pas du tout à l'ordre du jour. Un petit peu comme la critique de la technoscience. Oui, c'est ça. Alors, bon, technoscience, j'emploie ce mot un peu par provocation, comme toujours, mais parce que nous, on apprend aux élèves que la technologie est en quelque sorte secondaire à la science. C'est un appendice de la science. Mais ce n'est pas vrai. Si on regarde les rapports de force, si on regarde les rapports de domination, c'est l'inverse en fait. La science fondamentale est un appendice de la technologie. C'est la technologie qui est choisie politiquement, c'est la technologie qui a des moyens, et en fait la science fondamentale qui est faite est complètement indexée à l'état de la technologie. Et je voudrais juste qu'on voit ça, non pas par désir d'autoflagellation en fait, mais parce que c'est la vérité quand même. Et là, j'étais à une formation il y a quelques jours dans mon université sur les questions environnementales, et en fait, ça m'a un peu mis mal à l'aise, même si les gens qui font ça sont formidables, ils ont fait un travail extraordinaire, mais ça commence par un cours de zététique, vous savez, autodéfense intellectuelle, etc. Mais ça me pose quand même problème. C'est un peu, si vous voulez, imaginez qu'on veut écrire des livres contre l'oppression masculiniste, contre le patriarcat, contre l'oppression sexiste, etc., et que les 20 livres soient écrits par des hommes. C'est quand même bizarre, là, il y a un truc qui ne va pas. Et je trouve que c'est un peu ce qui se passe. En fait, on ne donne la parole qu'à des scientifiques pour essayer d'expliquer le problème dans lequel on est, alors que c'est quand même la technoscience qui nous a mis dans cette situation. Je suis désolé, c'est pas la spiritualité qui est en train de niquer tous les êtres vivants sur Terre. Bon, alors je ne suis pas moi-même croyant, hein, donc je ne fais aucun prosélytisme pour aucune religion, je ne suis pas croyant, personnellement. Mais enfin, il faut quand même remettre l'église au milieu du village, quoi. Faut quand même qu'on prenne notre part de responsabilité. Nous avons une responsabilité majeure. Ça ne signifie pas qu'il faut tout arrêter. Mais il faut peut-être réfléchir un peu. Merci, c'est noté. Je vais un peu plus loin dans votre présentation. Vous avez évoqué cette théorie du Big Bounce, dont on sent bien qu'elle a votre préférence, ou en tout cas toute votre attention. Bien vu. Est-ce que la question de profane, comment on explique cet effondrement avant ce rebond? Et puis, deuxième question, puisqu'on est dans les grandes théories un peu plus philosophiques avec vous, la vie avant ce rebond? On se pose cette question? Oui, c'est une question subtile et ça amène à se demander quel est le rôle principal de la physique. Est-ce que c'est de comprendre, de la physique appliquée à l'univers, hein, j'entends, cette branche très particulière de la physique qu'on appelle cosmologie. Est-ce que c'est de connaître l'origine de l'univers ou est-ce que c'est de comprendre l'origine de l'univers? Et ce n'est pas la même question. Par exemple, aujourd'hui, on est à peu près certain qu'à 70 millions d'années, une météorite a détruit la domination des dinosaures. Pourquoi? Bon courage. Vous ne pourrez pas expliquer pourquoi. C'est complètement fortuit. L'orbite de la Terre est rentrée en intersection avec l'orbite d'un météorite et la résultante a été effectivement de tuer les dinosaures et de permettre notre existence. Mais il n'y a pas d'explication à ça. C'est un phénomène aléatoire qui se trouve avoir eu lieu. Et c'est un peu pareil, en fait, si vous voulez, avec l'origine de l'univers. C'est-à-dire qu'il y a une question qui est essayer de faire émerger l'état actuel de l'univers de principes fondamentaux en se disant le monde n'aurait pas pu être autre. Et ça, sincèrement, je crois qu'on ne sait pas le faire. Je ne sais même pas si on pourra le faire. Je ne sais même pas si c'est souhaitable d'essayer de le faire. Il y a une autre question qui est plus modeste, qui est la question de l'historien, qui est de se dire je ne cherche pas à comprendre pourquoi ça s'est passé, j'essaye de comprendre ce qui s'est passé.
Et il se trouve que quand on extrapole dans le passé les lois qu'on connaît aujourd'hui, c'est effectivement l'image qui émerge. Mais je serais très en difficulté de vous donner une sorte de méta-justification à partir des premiers principes, laissant entendre que le monde n'aurait pas pu être autre. Cette espèce d'abandon de la contingence, ça je crois que ce n'est pas possible. Quant à l'existence de la vie dans la phase de contraction, alors non seulement je n'ai pas la réponse, mais je dirais même que on ne peut pas répondre à ce stade parce que la question n'est même pas correctement posée. Quand vous regardez la manière dont les biologistes définissent la vie, vous vous rendez compte que c'est très compliqué. La vie, ça ne tient pas en une phrase. Il y a 7 ou 8 points différents, techniques, qui permettent de définir la vie. Et en fait, très vite, vous comprenez que cette définition, elle est faite pour rendre compte de la vie telle qu'on la connaît. Mais en fait, pour penser une vie extraordinairement différente, même pas forcément dans la phase de contraction, même ailleurs dans notre univers, il faudrait un concept de vie, et pas seulement une description quantitative de la modalité particulière de cet agencement du réel qui permet aux êtres vivants. Et ça, on ne l'a pas aujourd'hui, enfin pas de façon consensuelle en tout cas. Merci. Je vois que l'heure tourne. Une dernière question avant de passer à celle des étudiants. Avec votre double casquette, physique, philosophie, vous nous avez parlé de l'horizon des événements dans un trou noir, cette fameuse ligne rouge au-delà de laquelle les poissons ne peuvent plus remonter. C'est un concept physique ou c'est un concept ontologique, cet horizon des événements pour vous? Non, très clairement, la physique prédit cette situation. Donc ce n'est pas une projection philosophique sur une théorie physique. C'est quand même quelque chose qui est très bien défini, de façon mathématiquement cohérente. Il y a même beaucoup d'horizons en physique qui ont des structures mathématiques différentes. Donc l'horizon d'événements d'un trou noir, c'est quelque chose qui a une définition physique extrêmement claire. Pour autant, bien sûr, l'exégèse philosophique du processus reste en grande partie à construire. Mais pour être parfaitement honnête, j'ai pas un goût très prononcé pour la philosophie des sciences. Je préfère la science à la philosophie des sciences. Et je préfère la philosophie quand elle s'intéresse à des questions métaphysiques, à des questions éthiques, à des questions esthétiques, qui sont, me semble-t-il, davantage son lieu de prédilection. Merci. Je me déplace. Bonjour. 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 Pour commencer, merci beaucoup pour votre conférence très forte et très complète. Pour une première question, j'aimerais bien connaître votre avis, sachant qu'on se trouve dans un lieu de pluralisme intellectuel, qui est l'Université de Lausanne. Vous venez de dire que l'aspect que vous aimiez dans la philosophie, ce n'était pas forcément l'aspect lié à la physique, mais pourtant vous alliez quand même une formation physique à une formation philosophique. Comment vous pensez que la philosophie vous permet de mieux aborder ou d'aborder de manière différente la physique et l'astrophysique ? Très sincèrement, pour moi, la porosité est faible. Je ne crois pas tellement à ces discours que j'entends souvent, en tout cas, je n'y crois pas pour moi, peut-être pour d'autres, c'est différent, bien sûr, qui consistent à dire, oui, bien sûr, l'interrogation sur l'origine de l'univers est nécessairement philosophique. En fait, ce n'est pas vrai. Et même, ça ne doit pas l'être, en fait. Pourquoi ça ne doit pas l'être? Parce que ce que j'aime, moi, toujours dans la science, je vous disais tout à l'heure que les grosses machines m'ennuient, mais il y a des choses qui ne m'ennuient pas du tout dans la science. C'est quand elles nous mènent là où on ne voulait pas aller. Là où on ne pensait pas aller. Et ça, c'est vraiment, pour moi, c'est vraiment la grande noblesse de la physique en particulier et de la science en général, c'est que quelque chose d'un seul coup échappe à la projection anthropomorphique. Et pour ça, il faut laisser parler la pensée scientifique et justement ne pas la contaminer avec des préjugés philosophiques. Donc bien sûr, la science se nourrit d'un environnement culturel, ça c'est certain, c'est absolument certain. La philosophie fait partie de cet environnement et donc il y a des passes comme ça entre les deux, et heureusement. Mais j'aime bien l'idée aussi qu'on laisse à la science, et ça pour moi c'est poétique en réalité, cette capacité à tordre le cou à tous nos présupposés philosophiques, parce que quelque part, une sorte, la cohérence même du modèle impose d'aller là où on n'aurait pas été vraisemblablement dans une pensée purement métaphysique ou ontologique. J'ai une question qui est un peu d'un autre registre, puisqu'elle est un peu personnelle. En tant qu'étudiant, on a souvent cette question du modèle, on s'intéresse beaucoup à qui c'est qu'on écoute parler. Aujourd'hui, c'est vous qui êtes sur la scène. Ma question est la suivante. Qu'est-ce qui vous a personnellement fait prendre conscience de la nécessité et de l'importance du combat écologique? Et peut-être ça a un lien avec la physique quantique.
Ou peut-être pas. Peut-être pas. Merci pour votre question. Alors, d'habitude, j'aime pas trop parler de moi parce que je pense que ma vie, tout le monde s'en fout. Je vais faire une réponse un peu théorique parce que vraiment, je n'aime pas trop les anecdotes personnelles. Mais pour moi, la question n'est pas comment je me suis sensibilisé à cette question. La question serait plutôt comment est-il possible que certains ne soient pas sensibilisés à cette question. Le monde est en train de se casser la gueule. Comment peut-on l'ignorer? C'est quand même plutôt comme ça qu'il faudrait prendre les choses. Sincèrement, moi, je crois que mon intérêt pour la chose, pour dire quand même un mot de moi-même, n'a rien à voir avec la science, rien à voir avec la physique, même rien à voir avec ce que j'aime, avec la poésie ou avec la philosophie. C'est juste une sorte d'évidence rationnelle, en réalité, de ne pas être indifférent face à cet effondrement drastique de la vie sur Terre. Alors, quand j'étais élève au lycée Pasteur de Neuilly-sur-Seine, que vous ne connaissez peut-être pas ici, mais qui est la banlieue chic de Paris, j'avais à peu près le même discours. À l'époque, je passais vraiment pour un loufoque. Les gens m'aimaient plutôt bien, je crois, parce que j'étais plutôt sympa, j'étais plutôt bon élève. Mais alors, quand je commençais à parler d'écologie, là, on se disait, bon, le pauvre, il a un peu trop fumé, même si j'ai jamais fumé de ma vie, en réalité, même pas une cigarette. Et en fait, ce qui a changé, si vous voulez, c'est que le sérieux a changé de camp. Et que donc, maintenant, le discours devient audible. Mais en fait, il m'arrive parfois d'avoir des idées un peu subversives, un peu contre le courant, mais sur cette question-là, pas du tout. Enfin, en fait, qui a envie de se suicider ici? C'est quand même pas très subversif ni très révolutionnaire de se dire, essayons de ne pas nous suicider. C'est raisonnable, quoi. Ouais, je pense que ça ne demande pas un niveau de radicalité absolument phénoménal. Pour rebondir un peu là-dessus, je pense que surtout, c'est des préoccupations qui sont extrêmement vives chez les jeunes et chez les étudiants comme nous le sommes. Comment vous pensez que les universités, donc les institutions publiques, les grosses machines politiques, pourraient évoluer pour justement mieux s'adapter à ces questions et mieux s'adapter à ces questions du combat qu'on doit mener déjà, et aussi peut-être mieux s'adapter à cette science poétique dont vous parlez, qui peut clasher avec la science dure, la science technocratique. Sincèrement, je n'ai pas de bonne réponse. Je crois que chez les gens de bonne volonté, il faut tout essayer. J'avais appelé ça de façon un peu prétentieuse et un peu pompeuse, une espèce d'activisme multifractal. C'est une façon de dire, il faut tout essayer. Et moi, par exemple, j'ai jamais participé aux actions type Extinction Rébellion, etc. J'y crois pas trop, mais j'ai peut-être tort et j'ai beaucoup d'admiration pour ceux qui le font. Et je les encourage, je les soutiens, je les admire. Et il me semble que, en fait, tout ce qui a été tenté jusqu'à maintenant échoue. Donc le seul geste qui est interdit, c'est de ne pas tenter autre chose. Continuer à l'identique est, je crois, le seul geste véritablement coupable. Je ne suis pas tout à fait certain que tu aies raison en disant que ce sont des questions particulièrement importantes pour les jeunes. Il y a autant de jeunes cons que de vieux cons. Être jeune ne garantit pas d'avoir une vision claire et saine de la situation. J'ai très souvent vu des étudiants en école de gestion ou de commerce me dire « arrêtez de nous casser les couilles avec le climat ». Ce qui est d'autant plus paradoxal que, comme vous l'avez remarqué, je ne parle jamais du climat. Et donc, je ne pense pas que ce soit un clivage générationnel. Hein. Franchement, je ne crois pas du tout que c'est là que se trouve le clivage. C'est plutôt dans une forme de rapport au monde, mais ce n'est pas tellement dans une question d'âge. Un sondage dans Nature, dans National Geographic, rien à voir, il y a quelques années, montrait que la tranche d'âge 18-25 ans était la plus climato-sceptique. Donc, je ne suis absolument pas persuadé que les jeunes soient les plus motivés par cette question, ce qui me laisse assez pessimiste, pour être honnête. Et donc, pour répondre explicitement, en fait, pour moi, bien sûr, les universités réagissent maintenant en faisant des cours d'écologie, etc. C'est très bien. D'ailleurs, je suis moi-même volontaire dans mon université pour faire ces cours. Mais ça, c'est quand même des effets de bord. Ce qu'il faudrait, c'est vraiment réfléchir ce à quoi on forme les jeunes. Est-ce que globalement, on essaye de leur apprendre une nouvelle porosité au réel? Est-ce qu'on leur apprend à être et pas seulement à avoir, et pas seulement à construire, et pas seulement à produire? Vous savez, le plus grand mathématicien du XXe siècle, Alexander Grothendieck, quand vous lisez Récolte et semailles, son livre absolument extraordinaire, ou même regardez sa vidéo sur YouTube qui s'appelle « Doit-on ou va-t-on continuer la recherche scientifique ?» qui a été tournée au CERN il y a 50 ans, en fait, ce qu'il nous explique, c'est que l'essentiel aujourd'hui, c'est de réinventer un rapport à l'altérité, un rapport à la beauté, un rapport à la sensibilité, un rapport à l'altérité. Et
les universités ne sont pas du tout formatées pour ça. Donc je crois que nous autres enseignants, on fait au mieux dans des structures comme celle-ci. Mais par exemple, est-ce que l'UNIL a déclaré « on s'en fout du classement de Shanghai ». Ça, par exemple, ce serait un geste écologique. Et rénover énergétiquement les bâtiments, etc., ça, moi, je m'en fous complètement. Je pense que ça n'a aucun intérêt. En revanche, se dire, nous n'entrons plus dans la compétition internationale. Nous ne cherchons pas à avoir des bonnes places dans ces putains de classements dont tout le monde sait que c'est de la merde, que ça n'a absolument aucun intérêt, que ça ne dit rien de la capacité de l'université à élever les intelligences. Et donc, le président, la présidente, met sur la table, on ne s'intéresse plus du tout à ces classements. On encourage nos chercheurs à ne publier que quand ça leur paraît important. Nous ne vous demandons plus de candidater pour avoir des financements européens. Vous serez félicités si vous n'avez pas de RC. Ça serait un geste fondamentalement écologique. Mais ce serait le seul, en fait. Ça serait renverser le rapport symbolique et axiologique que nous avons aujourd'hui développé par rapport à la prédation. Je suis désolé, je résiste pas. Vous parlez des classements dans une université, vous avez probablement raison, chacun pensera ce qu'il veut. Du coup, qu'est-ce que vous pensez, parce que là c'est très près de chez vous, c'est en France, de méga fusion d'institutions pour mieux figurer dans ces classements ? Ben voilà, la réponse est dans la question. La méga-fusion peut avoir un intérêt pratique. Je ne suis pas compétent et je ne cherche pas à dénigrer à tout prix tout ce qui a lieu. Mais si effectivement la motivation essentielle, c'est de monter dans le classement de Shanghai, c'est pathétique. Mais il y a probablement d'autres motivations. Hein. Voilà, je ne dénigre pas des choses que je ne connais pas, je ne fais pas ça. Une dernière question, parce que je suis sûr que le public en a plein pour vous. Et je suis un peu honteux de la poser, parce qu'on a un prix Nobel d'astrophysique dans la salle, mais les recherches en astrophysique coûtent cher, et peut-être que je l'ignore, mais elles semblent avoir peu d'applications concrètes, immédiates. Est-ce que vous ne pensez pas que c'est un luxe dans un monde en crise ? Alors ça, c'est une très bonne question. Alors, premier niveau de réponse, le fait que ça n'ait pas d'application concrète, ce n'est pas une faiblesse, c'est une force. C'est exactement ce qu'il y a de bien dans l'astrophysique. C'est pour moi exactement là où la science reste noble. Alors, ça demanderait beaucoup de temps d'étayer ce que j'essaye de dire là. Mais bon, c'est pas grave. Je fais dans la caricature et si vous voulez, je développerai après. Donc, le fait qu'il n'y ait pas directement de conséquences mesurable, normable, industrialisable, je n'en ai pas honte, c'est même ce que je revendique dans mon métier. Je crois que c'est très exactement la raison pour laquelle une démarche peut être aujourd'hui encouragée. Quand un artiste, quand un peintre, quand un poète, quand un musicien propose quelque chose sans désir d'impact, Bon, là, on est nombreux dans cette pièce, d'accord ? Mais moi, la semaine prochaine à Grenoble, je fais un tout petit spectacle dans un tout petit café, il y aura 15 personnes. J'ai passé des mois à le préparer parce que ça m'importe beaucoup plus, enfin je suis très ravi d'être là, hein, mais sans offense, ça m'importe beaucoup plus que cette conférence. On va lire des poèmes, on va jouer avec des musiciens que j'adore et ça va être, j'espère, un moment poétique, mais on ne cherche pas à avoir d'impact. On m'a dit « Mais Aurélien, tu aurais pu avoir une grande salle ». Oui, et alors ? J'avais pas envie d'avoir une grande salle. Oui, mais tu aurais pu vendre 100 000 exemplaires de ton livre si tu avais fait des télés. Oui, et alors ? J'ai pas envie de vendre 100 000 exemplaires de mon livre. Et donc, retrouver ce plaisir de la création indépendamment de la maximisation de son impact, ça, je pense que c'est très noble. La deuxième partie de réponse, c'est de se dire... Est-ce quand même bien raisonnable ? Peut-être pas. Bien sûr que moi, dans mon travail, j'utilise pour ce que je vous ai expliqué là des données qui ont été permises par des satellites. Certains de ces satellites ont été construits par des consortiums avec une forte composante militaire, et l'un d'eux a même été mis en orbite par Elon Musk, c'est-à-dire par SpaceX. Est-ce que ça pose un problème ? Mais évidemment oui. Évidemment oui. Le problème, si vous voulez, c'est que ça ne relève pas de l'initiative individuelle. Moi, je ne vais pas me dire demain, j'utilise plus ces données. En revanche, si on me demande de voter dans un comité, je ne voterai pas pour. Je ne voterai plus pour aujourd'hui ce genre d'expérience. Je suis absolument persuadé que nous n'avons exploré qu'une part infime des possibles et nous sommes devenus une société d'ingénieurs qui n'arrivent plus à s'extasier pour autre chose que des grosses machines. Et je pense qu'il est temps qu'on réapprenne à faire un peu différemment. Voilà. Merci beaucoup. Niels, Arto, merci beaucoup.
Vous pouvez rester sur ce comme vous voulez. On va passer aux questions du public. S'il y en a, manifestez-vous. On vous amènera le micro. Quelqu'un ici. Alors, le temps que le micro arrive, il faut quand même que je vous dise que la Suisse, c'est un pays incroyable. C'est le seul pays au monde où quelqu'un peut me dire ce matin, depuis une Porsche Cayenne Turbo, j'adore ce que vous dites. J'ai pas su comment réagir, mais j'ai quand même souri. Bonjour. Bonjour. Excusez-moi, j'ai une question de physique, c'est OK? Faites comme chez vous. Parce que vous parlez de l'espace-temps, vous parlez du problème de faire le lien au niveau quantique et au niveau de la relativité générale avec le temps, justement. Puis moi, j'ai quelque chose que je comprends pas. Je trouve ça très compliqué de comprendre la question d'espace-temps, que c'est une dimension de l'espace. Puis je me demande, est-ce que le temps a vraiment une réalité? Parce que j'ai l'impression qu'à chaque fois, ce qu'on mesure, c'est une quantité de mouvement. La relativité, c'est lié à la vitesse de la lumière. Quand on mesure le temps qui passe, c'est un déplacement sur une horloge. Quand on parle du vieillissement, c'est des divisions cellulaires. Et j'ai l'impression qu'en fait, c'est toujours de la quantité de mouvement. Et que le temps, c'est juste un instrument par les humains pour mesurer cette vitesse, mesurer ce déplacement. Est-ce que le temps a une réalité ou est-ce que c'est juste tout est du déplacement? Oui, alors c'est une question abyssale. Je vais essayer de faire très court. D'abord, je suis pas sûr d'être, enfin, je suis même sûr de ne pas être capable de répondre, mais je peux donner des éléments de réponse. Je crois qu'une grande partie des confusions, y compris chez les physiciens et physiciennes sur le temps, vient de ce qu'il y a plusieurs concepts différents qui sont réunis par ce même mot. Il se trouve que ces concepts coïncident dans notre quotidien, mais ne coïncident plus quand on regarde les choses de près. Et je voudrais juste mentionner deux versions différentes du temps qui sont désignées par le même concept, mais qui en réalité sont très différentes. La première, c'est vraiment le temps coordonné, c'est-à-dire mesurer la position d'un point, où j'ai besoin effectivement de 3 chiffres pour dire où il est dans l'espace et d'un chiffre pour dire où il est dans le temps. Ça, c'est vraiment le temps le plus éthéré qu'on va trouver dans l'intervalle en relativité. Ce temps-là, il a vraisemblablement une existence très fondamentale et il n'y a pas grand-chose à dire dessus. Mais il y a un autre temps, qui est le temps orienté. Parce que le temps fondamental, là, le temps de la relativité, pourquoi est-ce que je peux déplacer ma main en avant, en arrière, à droite, à gauche, alors que je ne peux pas revenir en arrière dans le temps? Ça, je ne peux pas le comprendre avec la relativité. Le temps coordonné, lui, il est symétrique par renversement. L'asymétrie par renversement, elle apparaît dès lors qu'on a des processus complexes, c'est-à-dire des processus thermodynamiques. Et ça, c'est très intéressant parce que toute la beauté du monde, tout l'intérêt du monde vient de ce que nous avons une histoire. Ce qui nous différencie de nos voisins, c'est essentiellement ce qu'on a vécu jusqu'à maintenant. C'est notre mémoire. Ce qui nous différencie des autres espèces, c'est notre ADN. Donc tout ce qui est subtil dans le monde vient de ce que le passé est discernable du futur, alors que les lois fondamentales de la physique sont indiscernables par renversement du temps. Même la mécanique quantique, bien que ça ne se voit pas à l'œil nu, est en fait symétrique par renversement du temps. Et la seule loi physique qui ne l'est pas, c'est le second principe de la thermodynamique, c'est-à-dire c'est l'augmentation de l'entropie. Et ça pose des questions très subtiles, parce que pour comprendre l'émergence de la complexité, on a besoin en fait de supposer que l'entropie, c'est-à-dire le désordre initial de l'univers, était très faible, ce qui lui permet d'augmenter. Parce que si on vivait dans un monde qui était déjà à son niveau de désordre maximum, c'est-à-dire à son niveau d'entropie maximum, il n'y aurait plus de temps. Il y aurait toujours le temps coordonné de la relativité, il ne va pas disparaître comme ça. L'intervalle, vraisemblablement, aurait toujours 4 chiffres. Mais ça, ce n'est pas le temps orienté. Le temps intéressant pour nous, c'est le temps orienté. C'est le temps qui fait qu'à la fin de cette conférence, vous serez infiniment plus savant qu'au début de cette conférence. Et donc, je plaisante, hein. Et donc cette orientation-là du temps, ce qui le rend intéressant, ça, en revanche, c'est exclusivement lié au fait qu'on vit dans un monde à entropie croissante. Et pour ça, il faut donc que l'univers soit dans un état fortement hors équilibre. Parce que par définition, l'équilibre, c'est l'état d'entropie maximum. Et donc, il faut mettre des conditions initiales extrêmement improbables à l'univers. Donc, il y a beaucoup de recherches là-dessus. Soit il faut comprendre quels sont les mécanismes physiques qui créent cette entropie très faible, soit il faut supposer, et il y a des recherches intéressantes en cette direction, qu'en fait, l'entropie est elle-même une grandeur relative. Et que par conséquent, l'entropie de l'univers n'est pas un phénomène lié à l'univers, mais au fait que nous, en tant que structure complexe, on a un couplage très particulier avec l'univers qui induit une granulation, coarse graining en anglais, qui donne naissance à cette entropie croissante. Bon, personne n'a rien compris, mais j'ai répondu quelque chose de convaincant. Pardon. J'ai pas été clair, je suis désolé en vrai. J'en suis conscient, mais la conscience arrive toujours trop tard.
Excusez Proust. Merci beaucoup pour votre... pardon, oui, je suis là. Pour votre conférence extrêmement inspirante, extrêmement riche. Moi, je suis assez persuadé qu'on va repartir particulièrement enrichi, scientifiquement en tout cas, après cette conférence. Moi, la question que j'avais, elle est au carrefour finalement du scientifique et du personnel. Qui sont aujourd'hui les personnes avec qui vous pensez c'est-à-dire pour un peu esquisser cette question de la révolution poétique ou philosophique, ou même les scientifiques en fait, qui vont dans ce sens-là selon vous et qui vous inspirent vous aussi, comme vous venez de nous inspirer. Bon, bien sûr, on va quand même citer Jacques, qui est dans cette pièce et qui est, comme je l'ai dit en introduction, quelqu'un de très remarquable humainement et scientifiquement, bien sûr. Au-delà... sincèrement, je ne vais pas citer de scientifiques. Non pas une fois de plus parce que la science n'a rien à dire. J'ai essayé d'être bien clair sur le fait que la science reste une aventure intellectuelle magnifique et même subjugante, mais parce que la science, elle est bien là quand même. Elle est bien omniprésente. Sincèrement, aujourd'hui, j'ai plus envie de lire de la poésie que de lire des équations. Je ne vais pas vous citer de noms, même si j'ai conclu mon exposé avec Darwish, et ce n'est pas tout à fait par hasard. Je pense que, par exemple, dans mes études de philosophie, je n'ai pas fait que le doctorat, j'ai fait la licence, le master, j'ai fait tout. Je n'ai été amené à lire, d'abord, que très peu de femmes, quelques-unes, mais peu de femmes, et aucun non blanc. Voilà. Ma culture universitaire est exclusivement occidentale. Ça, c'est pas possible. Ça n'a aucun sens. C'est d'une violence extraordinaire. C'est même d'une brutalité monstrueuse. Voilà. Pour moi, c'est une brutalité monstrueuse. Et je ne peux plus maintenant, honnêtement, lire avec intérêt, motivation et émotion la plupart des écrits occidentaux. Nous sommes quand même ceux qui n'ont rien compris, nous sommes ceux qui déploient par ailleurs une barbarie sans nom, nous sommes ceux qui effondrent la vie sur Terre et on en est encore à donner des leçons au monde entier. Non, moi je veux maintenant apprendre des autres cultures, non pas pour leur expliquer ce qu'il faut faire, mais pour avoir des idées sur les bonnes manières d'habiter cette planète. Vous avez parlé de la deuxième loi de la thermodynamique. Et du coup, avec la théorie du Big Bounce, du coup, ça veut dire que comme elle fait qu'augmenter et que l'univers fait que de expandre et diminuer, ça veut dire que ça se passe comment ? C'est une très bonne question. Peut-être je vais la traduire parce que c'est une question très savante que peut-être tout le monde n'a pas comprise. Mais effectivement, l'entropie, donc le désordre, augmente. Et dans un univers comme ça, où il y a un temps infini dans le passé, en fait, ça rend le problème encore pire. Parce que c'est-à-dire que plus on va dans le passé, plus il faut mettre un désordre arbitrairement faible. Et donc, on a une sorte de paradoxe, et tu as parfaitement raison de le mentionner. Je pense que la meilleure solution, en fait, à ce paradoxe, c'est de considérer que le vrai temps, c'est-à-dire le temps thermique, se déploie dans l'autre sens. Je ne l'ai pas dit tout à l'heure parce que c'était un peu, je pense, ça aurait un peu trop dérouté l'assistance. Mais en fait, il est vraisemblable que dans la phase de contraction, le temps se déploie dans l'autre sens et que donc ce soit une phase d'expansion. J'ai préféré présenter le scénario comme si le temps s'écoulait toujours dans le même sens, parce que c'est plus simple, mais il est probablement beaucoup plus cohérent de considérer que le temps thermique s'écoule vers la droite dans la phase d'expansion et aussi vers la gauche dans la phase dite de contraction qui redevient une phase d'expansion. Mais à ce stade, tu as parfaitement raison, ce sont des spéculations. Donc la question est ouverte et c'est une très belle question. Tout d'abord, merci beaucoup pour cette présentation. Et c'est très dur de basculer de l'envie de ne pas se suicider et de parler de science en parallèle. Mais bon,
on va essayer de partir sur la partie poétique. Je vais me permettre 2 questions dans une. Enfin, il y a la partie où vous avez parlé de la limite de l'effondrement de la lumière dans les trous noirs, et finalement, quand on fait l'analogie avec les poissons, il y a un moment où l'eau va plus vite que la vitesse, et dans ce cas, est-ce que ça voudrait dire qu'il y a quand même une vitesse qui va au-delà de la lumière puisqu'elle n'en ressort pas? Juste aborder ce sujet. Puis la deuxième question était une question qui m'a toujours taraudé depuis que je suis petit, c'est qu'est-ce qu'il y a autour en fait de ce fameux Big Bang que vous ne l'avez pas du tout abordé, et comprendre dans quoi on vit, puisque c'est la limite de ce qu'on est capable de voir, et ce qu'on ne voit pas, ça ne veut peut-être pas dire qu'il n'y a rien en fait. Donc merci. Merci pour votre remarque. Oui, il n'y a pas de problème à avoir certaines vitesses qui sont plus grandes que la lumière sans violer du tout la relativité. Par exemple, si vous prenez 2 galaxies qui sont aux confins de l'univers observable et que vous calculez leur vitesse dans la métrique de FLRW qui décrit l'univers, vous trouverez une vitesse plus grande que la lumière. Mais ce n'est pas gênant, parce que ce n'est pas un déplacement local de matière. En fait, ce qui n'est pas possible en relativité, c'est que là, si vous avez une règle et une montre, et vous mesurez quelque chose qui se déplace et vous divisez la distance par le temps, localement, vous devez trouver quelque chose de plus petit que la lumière. Mais si vous prenez des points qui sont extrêmement éloignés les uns des autres et que vous calculez une vitesse globale, elle peut tout à fait être plus grande que la lumière sans violer la relativité. Et dans les trous noirs, oui, il y a des systèmes de coordonnées où vous allez effectivement calculer des vitesses qui sont plus grandes que la lumière, mais ça ne correspond jamais à une mesure locale. Alors là, si vous voulez, c'est un peu subtil, parce que l'ennui, c'est que dans la vie de tous les jours, il y a toujours un système de coordonnées qui est très privilégié. Mais dans les trous noirs, comme la relativité est poussée à son paroxysme, c'est un moment où vous n'avez plus de système de coordonnées qui soit outrageusement privilégié, et donc le concept de vitesse devient un peu ambigu. C'était quoi votre deuxième question? J'oubliais. Ah oui, ce qu'il y a autour. Alors là, c'est plus simple, rien. Alors je vais... mais je vais le dire autrement. J'ai parlé un peu à la fin des multivers, parce que c'est, je trouve, rafraîchissant pour l'imaginaire, mais je reviens maintenant un instant à la physique orthodoxe, à la physique bien connue, bien comprise, à la relativité générale, et j'oublie les théories exotiques. D'accord ? De ce point de vue-là, si vous voulez, universus en latin, ça veut dire tout ce qui existe. Donc il n'y a pas d'extérieur à l'univers, parce que s'il y avait un extérieur à l'univers, ça ferait partie de l'univers. L'univers, c'est tout ce qui existe. Donc, en fait, quand on parle de Big Bang, alors, il faut être très clair. J'ai fait, comme tout le monde, mais un raccourci de langage inapproprié. J'ai dit que l'univers grandissait. En fait, c'est pas vrai. Parce que s'il grandit, on a envie de se dire il grandit dans quelque chose. Non. En fait, quand on dit que l'univers grandit, c'est pas vrai. Ce qui grandit, c'est la distance entre les corps. Par exemple, vous avez 2 galaxies éloignées. Ce que je dis, c'est que la distance entre les galaxies augmente. Ça ne préjuge pas du fait que la taille totale de l'univers augmente. En fait, il est possible que l'univers soit à tout instant infini, y compris au moment du rebond. Au moment du rebond, si vous voulez, les distances sont divisées par, je ne sais pas, 10 puissance 100 par exemple, par rapport à ce qu'elles valent aujourd'hui. Mais si l'univers est infini, il reste infini. C'est pas grave, c'est la densité qui compte, pas la taille, c'est la densité. Ne pensez pas qu'au niveau du rebond, l'univers au sens fort est très petit. En revanche, la totalité de l'univers observable, tout ce qu'on voit aujourd'hui, ça c'était très petit, parce que ça a une taille finie. Mais ça ne préjuge pas de la taille totale de l'univers. Il faut distinguer la partie qu'on observe de la totalité. Et en tout cas, même si le multivers existe, ça ne se pose jamais en termes de l'univers grandi dans un espace. Parce que cet espace-là, il serait instantanément absorbé conceptuellement dans l'univers qu'on décrit. Bonjour, j'aurais une question, moi aussi. Je suis là, voilà, vous me voyez. Tout d'abord, merci pour cette conférence. Et ma question, en fait, c'est... moi, je me suis beaucoup intéressée aux sciences. D'ailleurs, je suis de formation géologue et glaciologue. Et le fait de m'être intéressée à notamment aussi l'astrophysique ou la cosmologie, et aussi les autres sciences, me fait poser la question de comment je navigue en tant qu'être vivant dans cette vie, dans cette société. Et j'ai du mal à définir une philosophie de vie. Et à chaque fois, elle est changeante. Et je me suis demandé, chez vous, comment vous naviguez, vous, avec tout ce que vous avez vécu et appris et questionné. Voilà. Bon, c'est une question, là encore, immense, à laquelle je ne me sens pas du tout autorisé à répondre, mais je peux vous donner un ressenti. Si vous voulez, je crois que ce qui importe aujourd'hui, c'est de se demander pourquoi on fait ce qu'on fait, et de se demander si ce qu'on fait importe vraiment. En fait, ce qu'on découvre très vite, dès lors qu'on se pose la question, c'est qu'une grande partie de notre rapport au monde est nocif pour le monde et nocif pour nous. Et c'est pour ça que je parlais un peu de puissance d'être, parce que sans doute dans cette pièce, là, il y a des gens de droite, des gens de gauche, pas trop de droite, j'espère quand même. Enfin, voilà, il y a des jeunes, des vieux, etc. Mais en fait,
il y a quand même une chose sur laquelle on est forcément d'accord. On est forcément d'accord, c'est qu'on ne veut pas être des machines. Et quand je parle de puissance d'être, c'est à la fois la puissance en tant que force d'agir, de force d'aimer, de force de créer, mais c'est aussi l'empuissance au sens philosophique, c'est-à-dire la capacité à actualiser ce qui n'était que virtuel et à se rendre compte qu'il y a de la contingence et que tout n'est pas encore écrit. Et moi, je crois que remettre sur le devant de la scène cette question très poétique de la puissance d'être, c'est en fait beaucoup plus important que se donner des règles trop rigides. Autrement dit, laisser un petit peu fleurir ce qui n'était pas encore écrit. Et c'est pour ça que je suis si drastiquement négatif avec le cancer numérique qui est en train de nous ronger. Qui a envie que sa vie soit programmée par des machines? Bien sûr, l'intelligence artificielle est un enfer sur Terre, parce qu'elle est coloniale, parce qu'il y a des gens aujourd'hui en Afrique qui sont esclavagisés et sans lesquels toute cette merde numérique ne pourrait pas exister. Parce qu'elle pollue énormément, parce qu'elle émet énormément de CO2. Tout ça est vrai, mais c'est encore pire que ça. Quand bien même toutes ces externalités négatives n'existeraient pas, elles nous tuent littéralement, parce qu'elles remplacent notre puissance de décision par des algorithmes normés qui fonctionnent de manière probabiliste. GPT n'a absolument rien d'intelligent. C'est le calcul de la probabilité d'occurrence la plus fréquente du mot qui suit, compte tenu des consignes que vous avez données. Rien n'est plus pauvre et con. Vous voyez, quand vous écrivez un poème, c'est pas important qu'il soit beau. Ce qui est important, c'est qu'il garde sa double référentialité avec le monde et avec le locuteur ou la locutrice. GPT n'a ni l'un ni l'autre. Un poème écrit par GPT n'a pas une valeur faible, il a une valeur nulle. Et donc, ce foisonnement numérique est en train de détruire, en réalité, ce sur quoi on ne peut qu'être d'accord, c'est-à-dire notre volonté indéfectible de pouvoir briser l'inertie. Parce que nous n'avons pas, je pense, même si vous êtes de droite, envie d'être une boule qui roule sur un plan incliné. On a envie d'agir sur notre destinée et d'infléchir le cours du réel. Et ça, c'est quand même le cœur de ce qu'on est. Voilà. Quelles que soient nos convictions politiques, religieuses, éthiques, c'est le cœur de ce qu'on est. Et on est en train de créer des machines qui certes détruisent la vie, qui certes réchauffent l'atmosphère, etc., qui certes sont coloniales, ce qui est quand même pas tout à fait un détail, mais qui en plus nous emmerde. Je veux dire, franchement, acheter un billet de train il y a 10 ans, c'était facile. Aujourd'hui, c'est l'enfer sur Terre. Même les gamins, même les jeunes commencent à râler contre les applis. En ce moment, mais pourquoi j'ai besoin d'une appli pour faire ça? J'ai pas envie d'avoir une appli pour faire ça. Et on continue de le déployer. Il ne faut pas améliorer les programmes, il faut les démanteler. Il faut refuser que ça passe par des logiciels qui sont polluants. Oui, mais qui sont surtout emmerdants. C'était mieux quand on pouvait parler à quelqu'un. C'était mieux pour tout le monde, pour la personne qui vous écoutait, pour la personne qui demandait. C'est pas être un vieux con réac, parce que je suis pas du tout un vieux con réac, enfin un peu vieux et un peu con sans doute, mais pas réac. J'aime bien le surgissement précisément de l'imprévu. Mais ça, c'est l'inverse du surgissement d'un imprévu. C'est une arme de corroboration systémique. GPT ne peut pas être disruptif, parce que quoi qu'il vous dise, c'est ce qu'il a déjà lu sur Internet. Rien ne peut être pire en situation de catastrophe. Rien. Est-ce qu'on a le temps pour une dernière question? C'était quand même une belle conclusion. On peut enchaîner sur une dernière question quand même. Oui, bonjour. Merci beaucoup pour cette conférence. Moi, j'ai 2 questions. Vous pourrez choisir à laquelle répondre. Alors, la première, c'est quelle a été la question la plus énigmatique et stimulante de votre carrière, qui vous a réellement mis au défi, vous a changé profondément? Ou quel était votre plus grand regret? Ou quel a été votre plus grand regret? Première question. Deuxième question. Le scientisme, la surrationalisation, les mathématiques, la physique, la valorisation de la quantité au détriment de la qualité, la science plutôt que la poésie, valoriser les attributs communs plutôt que le singulier, sont-ils d'une certaine manière responsables de l'effondrement des écosystèmes? Si oui, cela génère-t-il un sentiment de culpabilité au sein de la communauté scientifique? Que proposez-vous comme démarche ou modèle pour inverser ce système de valeurs? Deuxième question.
Je crois que j'ai déjà un peu répondu à la seconde, donc je vais plutôt répondre à la première. C'est très difficile, bien sûr, de singulariser un événement ou une expérience. Si je devais répondre honnêtement, ce serait nécessairement un événement de nature amoureuse ou artistique. Mais je vais quand même donner une réponse un peu plus polémique et politique. Je crois quand même que comprendre la pensée d'Alexander Grothendieck, ça a été pour moi l'expérience la plus extraordinaire que j'ai pu faire, parce que c'est à la fois une puissance intellectuelle démiurgique qui est conjuguée avec une humilité et une modestie à toute épreuve et une capacité à trahir. Et je vais conclure là-dessus. La trahison est généralement péjorativement connotée, et c'est normal. S'il s'agit de trahir la parole donnée ou l'amour promis, ce n'est pas très glorieux. Mais ici, il s'agit de trahir les attendus systémiques. Et Alexander Grothendieck, dans la tour d'ivoire de l'IHS, un des meilleurs laboratoires de physique théorique et mathématique au monde, est créé de toutes pièces sur lui, commet la trahison ultime, il s'en va. Il s'en va et il continue les mathématiques, mais il les continue en poète et en déconstruction de tout ce qu'il avait lui-même contribué à construire. Et ça, c'est un geste de courage intellectuel que je trouve presque sans équivalent. Merci. Aurélien Barraud, merci beaucoup pour cette Merci à vous. conférence. Nils Sarko, vous aussi. Merci.